Chers amis, mesdames, messieurs, c'est avec grand plaisir que nous recevons ce soir Madame Annabelle Allouche, qui nous vient de la capitale, ou d'un peu plus au nord de la capitale d'ailleurs, pour nous présenter son ouvrage sur le système, on pourrait dire, ou de la société du concours. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à la recevoir, je ne la connaissais pas, mais nous avons des liens, si j'ose dire, par les lectures, les personnes et les travaux qui ont été faits sur ce thème-là. Je dois dire que c'est un vrai plaisir parce que c'est une collègue jeune et qui a, ce qui est rare, tout de suite trouvé un poste de maître de conférence. Elle est maître de conférence maintenant de sociologie à l'université de Picardie, que je connais bien, avec un centre de recherche qui vous dira rien, qui s'appelle le CURAP et qui a été créé par un de mes collègues et amis avec qui j'ai passé d'ailleurs l'agrégation de droit il y a quelques années. Et donc, elle est en poste dans cette université, qui est une université très active, qui d'une certaine manière bénéficie de la proximité avec Paris, mais c'est en même temps un danger, parce que le problème, c'est qu'on a des profs TGV, qui viennent passer 2 jours et qui repartent. Mais c'est très actif, très vivant, et le petit ouvrage qui est là le montre s'il fallait. Elle est en même temps chercheuse associée à Sciences Po Paris, ce qui est quand même pas rien, et Visiting Scholar, qui est une sorte de titre et de passeport pour l'université de Harvard aux États-Unis. Elle a fait des études donc, de sciences politiques et elle s'est, comment je dirais, reconvertie en sociologue pour des différentes raisons, liées d'ailleurs à son travail et pas du tout aux aléas du marché, puisqu'il faut bien parler en ces termes-là de la recherche d'un poste dans l'université. Sa thèse date de 2013, donc elle est tout frais, émoulue du système dont elle va nous raconter les affres, c'est-à-dire un système de concours, même si elle n'a pas, pour avoir sa thèse, passé un concours. Vous savez que la thèse est un examen, donc ce n'est pas un concours. Mais ensuite, pour avoir un poste, il y a un concours. Et d'ailleurs, ce concours, il est fait sans la personne, il est fait par un jury qui travaille sur des documents. Alors, c'est très intéressant parce que le petit ouvrage qu'elle nous présente est dans la collection qui s'appelle La République des idées, dirigée, devinez par qui? Par Pierre Rosanvallon, que nous avons accueilli il n'y a pas si longtemps sur cette même estrade. Et elle cite 2 personnes que je ne peux pas m'empêcher de citer, ça va me servir de point d'appui élégant pour parler un petit peu de Montpellier. Elle cite d'abord Éric Soriano, qui est maître de conférence de sciences politiques à l'université de Montpellier 3 et qui a eu la chance ou la malchance de faire sa thèse avec moi et que j'ai coaché pendant quelques années. Et puis elle cite Bernard Pudal, qui alors est un collègue parisien qui a passé quelques années à Montpellier et nous étions très amis tous les deux, bien que très très différents, mais justement nos différences nous ont rapprochés, je dirais, d'une certaine manière. Alors, passer la présentation de la personne, c'est la présentation du travail qui me paraît utile, mais sur lequel elle va vous en dire plus que je ne le ferai. Je dois dire d'ailleurs que tout de suite, pour moi, ce travail m'a intéressé parce que j'ai travaillé moi-même sur le système du concours, ayant été membre de 3 jurys au moins prestigieux, l'ENA, l'école de la magistrature pendant 3 ans et l'école des collectivités territoriales. Et j'ai pu mesurer de l'intérieur, en tant que membre du jury, surtout à l'ENA, ce qu'en général on brocarde sous forme d'histoires qui se colportent, mais qui malheureusement sont des histoires vraies. Et donc l'esprit de corps qui n'est pas le produit du concours, mais qui est le préalable au concours, contrairement à ce que l'on croit, étage déjà les étudiants et les candidats sur des places différentes avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Donc ce thème de la société du concours m'est tout à fait proche et je pense qu'il est très intéressant. Il est apparemment très banal. Tout le monde connaît les concours. En France, tout le monde en parle. C'est un ordre, je dirais, ordinaire de recrutement. Et pourtant, il ne manque pas de moments où vous l'avez tous expérimenté, on critique les concours.
On critique leur futilité, leur caractère abstrait, leur caractère aléatoire. Et on voit bien que le concours, qui est à la fois le mode de recrutement préféré des Français, à la différence des Anglais par exemple, et qui est en même temps le mode le plus décrié, est peut-être une des structures de notre organisation sociale sur laquelle il vaut la peine de regarder de près. Parce que le concours a cette double caractéristique d'apparaître comme le mode de recrutement le plus républicain, le plus démocratique, tout le monde sur la même ligne, et en même temps le plus inégalitaire, parce que tout le monde n'est pas sur la même ligne. Alors vous empruntez deux directions, une direction historique et une direction sociologique. La direction historique, elle est intéressante. Vous remontez même jusqu'à la Chine. Il se trouve que j'ai enseigné en Chine, donc je connais un peu ce système, qui est le pays emblématique, disons, du mode de recrutement des serviteurs de l'État depuis des millénaires, sur la base d'un concours qui était et qui reste très ritualisé et d'ailleurs très cher. Et puis l'Ancien Régime, comme forme plus moderne, peut-être, j'avais un peu travaillé sur ces questions, faudrait-il dire que le concours, il est quasiment inventé par l'Église catholique. Parce que c'est dans les institutions catholiques que pour organiser la vie de certaines communautés, il y a déjà la préfiguration du concours. Et notamment, on ne le sait pas, mais le Concile de Trente a beaucoup précisé les conditions dans lesquelles pouvaient être recrutés ceux qui allaient diriger la Sainte Église. Et donc, le concours va devenir, pour nous Français, le mode normal, habituel, emblématique à partir de la Troisième République. Il se propage à peu près dans tous les ordres de recherche et de travail. Et il apparaît comme le mode de recrutement normal, que ce soit en médecine, en droit, en littérature, en musique et dans bien d'autres domaines. Alors évidemment, mais je ne vais pas déflorer ce que vous allez dire, votre histoire est plus précise avec les trois âges que vous essayez de repérer dans l'histoire du concours. Et du point de vue de la sociologie, au fond, c'est peut-être ce qui m'incline à beaucoup d'intérêt pour votre travail, c'est que vous vous situez tout droit, me semble-t-il, dans le fil d'une recherche qui a été ouverte on était jeunes, il y a plus d'une trentaine d'années, par Pierre Bourdieu sur les classements. C'est-à-dire cette chose auquel on ne prête pas attention, le fait de classer les gens dans des groupes. Alors il y a les bons et les mauvais, mais il y a aussi ceux qui sont intellectuels ou ceux qui ne le sont pas. Et le concours s'inscrit dans une procédure de classement qui est immédiatement sociale et j'ajouterai politique. Et donc, ça, c'est tout à fait intéressant parce qu'on voit bien que les transformations aujourd'hui du concours dans nos sociétés, sans aller chercher en Amérique, bien sûr, ce que vous faites largement, c'est lié à de nouveaux modes de management, on pourrait dire, d'organisation de la société. Et on voit qu'on est en train de relooker le concours, sans qu'il perde pour autant sa faculté de séparer le bon du mauvais, en mettant des épreuves qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient impensables. Je vois même à l'école, à la magistrature, à l'ENA aussi, on a commencé à réfléchir, il ne faudrait pas faire venir un psychologue, il ne faudrait pas explorer un petit peu ce qui n'est pas dit par le candidat. Bref, on voit bien que c'est sur un autre mode que le strict mode de la Troisième République, on sait ou on ne sait pas, on pose une question, il faut répondre, que se développe aujourd'hui le concours. Mais le drame, c'est qu'au lieu de diminuer les inégalités, cela les aggrave. Et qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple, sans faire d'ouvriérisme, mais vous savez que l'ENA a été créée en 1945, le premier concours est de 1946, à l'époque, presque un tiers des candidats reçus sont, on dirait aujourd'hui, de la classe ouvrière. Aujourd'hui, c'est quelques pourcentages. Donc, en plus de 50 ans d'expérience, le concours a révélé que le pli qui était pris était celui de la domination des classes déjà dominantes. Donc, c'est une vraie question, malgré même l'apparition de nouvelles, je dirais, épreuves, d'un souci plus près du candidat, et qui n'a pas entravé ni la course au concours, ni les inégalités qui en résultent. Alors, j'aurais peut-être
une ou deux questions, mais je le ferai après à vous poser sur le secret du concours. J'en sais quelque chose en tant que jury. Mais je termine en disant que vous allez être étonnés parce que, au fond, les transformations du concours aujourd'hui sont liées aux transformations de notre société. Et les transformations de nos sociétés ne sont pas forcément démocratiques. Je n'en dis pas plus et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon propos de ce soir sera relatif au concours, évidemment, mais plus particulièrement à la question de la fonction sociale et politique du concours. Au fond, nous avons tous fait une expérience commune de l'institution scolaire. Dans un cadre de scolarisation obligatoire, nous avons tous fait l'expérience du scolaire. Un certain nombre d'entre nous ont fait également, c'est peut-être le cas dans la plupart d'entre vous aujourd'hui, ont fait également l'expérience du concours à un moment donné de votre trajectoire, ou parfois à plusieurs moments. Toutefois, qu'est-ce qu'un concours et à quoi cela sert-il ? Évidemment, vous pensez, nous pensons tous à un certain nombre de poncifs qui sont associés au concours. Le concours est le symbole de la méritocratie républicaine. Qu'est-ce que la méritocratie républicaine au fond ? Ou alors le concours, second poncif, est le socle de la reproduction des élites et de la reproduction des inégalités. Mon propos de ce soir sera de revenir évidemment sur tous ces poncifs. Mais auparavant, évidemment, je souhaiterais remercier chaleureusement la mairie de Montpellier pour cette invitation, tout comme le comité scientifique de l'Agora des Savoirs, présidé par monsieur le professeur Michel Miaille, et également Régis Penalva, qui est coordinateur de l'Agora des Savoirs et qui est à l'initiative de cette invitation. Laissez-moi revenir un petit peu sur l'histoire de ce livre qui est La Société du concours. La Société du concours, c'est un petit livre, en partie tiré de ma thèse, qui portait sur l'ouverture sociale dans les grandes écoles françaises et à l'université d'Oxford. C'est un petit livre qui est paru en septembre 2017. Si vous avez quelques souvenirs de l'année dernière, il est paru dans un contexte extrêmement particulier pour l'université. Un contexte de réforme de l'accès à l'université, autour de la fameuse plateforme, évidemment, Parcoursup. La Société du concours, ce n'est pas seulement une réaction épidermique, ou du moins un point de vue épidermique sur le contexte politique autour de l'université. C'est aussi, et avant tout, évidemment, le fruit de mon expérience personnelle. Mon expérience en tant qu'élève, en tant qu'ancienne élève, et aussi en tant que candidate. Comme l'a indiqué Michel Miaille, en général, quand on devient maître de conférence, c'est qu'on a passé un certain nombre de concours. Et pour tout vous dire, j'ai dû passer une bonne dizaine de concours dans ma carrière, dans ma trajectoire scolaire jusqu'à présent. Donc, expérience personnelle de candidate et expérience personnelle, évidemment, d'universitaire, c'est-à-dire désormais de membre du jury. Mais peut-être ce qui importe le plus aujourd'hui, c'est évidemment que le livre est aussi le fruit de mon travail de recherche. Mon travail de recherche sur quel sujet ? Bien, en sociologie de l'éducation, et plus particulièrement en sociologie de l'enseignement supérieur, puisque je travaille sur les questions de l'accès à l'enseignement supérieur, et notamment, question qui nous intéresse aujourd'hui, sur les modes de production de la sélection, d'une part. Comment les institutions font-elles pour produire des critères, pour produire une organisation qui contribue à recruter des individus ? Mais aussi, quels sont les effets de ces procédures de sélection sur les individus eux-mêmes ? En termes de trajectoire, qu'est-ce que ça change dans la vie de quelqu'un d'avoir passé un concours, de l'avoir réussi ou d'avoir échoué ?
mais aussi dans la vie des individus en termes d'identité. Dans quelle mesure le concours affecte-t-il l'identité sociale d'un individu? Ces recherches, je les ai menées donc en France, également en Grande-Bretagne, et notamment à l'université d'Oxford, et désormais également à l'université d'Harvard, donc sur le système américain plus généralement. J'en ai tiré deux grandes conclusions, ou du moins j'en ai tiré deux grandes conclusions paradoxales qui ont déjà été soulignées par monsieur le professeur Miaille. D'un côté, le concours est un mode de recrutement qui bénéficie, et notamment en France, d'une légitimité politique extrêmement forte. Légitimité politique institutionnelle et, si j'ose dire, légitimité individuelle extrêmement prégnante. Mes enquêtés se définissent non seulement par rapport à leur diplôme, à leur formation, mais également par le concours qu'ils ont passé ou auquel ils ont échoué. Être polytechnicien, c'est se souvenir toute sa vie de son rang d'entrée à l'école polytechnique. Donc, très forte légitimité à la fois institutionnelle et individuelle. Deuxième constat, cette légitimité a une part d'ombre, si j'ose dire. Elle fait l'objet, ou le concours fait l'objet de très nombreuses critiques. Et c'est le paradoxe sur lequel je voudrais revenir avec vous. Comment une forme institutionnelle qui fait l'objet de tant de critiques peut-elle se maintenir et bénéficier d'une légitimité politique et institutionnelle aussi forte? Laissez-moi revenir d'abord sur la question des critiques. Quels sont les types de critiques dont fait l'objet le concours? Premier type de critique, et monsieur le professeur l'a rappelé il y a un instant, évidemment, toutes les critiques relatives à son caractère aléatoire et inégalitaire. Le concours fait le lit, reproduit les inégalités sociales qui sont en vigueur dans le système scolaire. Il s'agit évidemment d'une critique qui émane des sciences sociales et notamment de la sociologie, et plus particulièrement de la sociologie de la reproduction, celle de Jean-Claude Passeron et de Pierre Bourdieu. Il s'agit aussi d'une critique qui revient extrêmement régulièrement dans les discours des membres du jury eux-mêmes et des candidats. Il suffit évidemment, pour se faire l'écho de ce caractère inégalitaire, de penser à la composition sociale de la plupart des très grandes écoles en France. Par convention, on considère que le taux d'élèves issus de catégories socio-professionnelles très élevées, CSP++, comme on dit parfois en sociologie, atteint 70% de la population étudiante, voire oscille entre 70 et 90% de la population étudiante selon les grandes écoles. Et que cette composition sociale fortement inégalitaire et non représentative de la population générale française est effectivement le produit du concours, ou est cristallisé plus précisément par ce concours. Deuxième type de critique à l'égard du concours, celles qui sont relatives au caractère inefficace du concours. Pourquoi maintenir le concours puisqu'il est incapable de permettre le recrutement de personnes, d'individus, de personnalités adaptées aux besoins de la fonction publique, adaptées aux compétences de l'État. Leur contenu serait trop scolaire, peu professionnalisant et nécessiterait à ce titre une réforme. Pour se convaincre de la prégnance de ce type de critique, pensons donc à une controverse autour du concours qui a eu lieu autour des années 2008-2009 et lancée par Nicolas Sarkozy, président de la République. Nicolas Sarkozy, président de la République, déclare dans un entretien qu'il s'est intéressé fortement au mode de recrutement des secrétaires d'administration de la fonction publique d'État, qui est un concours de la catégorie B. Or, à l'époque, ces secrétaires d'administration devaient passer des épreuves écrites, et notamment une épreuve de culture générale, pendant laquelle elle ou il devait commenter
un ouvrage, un roman que j'aime beaucoup, La princesse de Clèves. Nicolas Sarkozy, et rappelez-vous-en bien, évidemment, j'imagine que vous en rappelez évidemment, critique le fait qu'une secrétaire d'administration n'a aucun besoin de connaître la princesse de Clèves pour exercer son métier, pour être une bonne secrétaire d'administration. Et donc, propose de lever cette épreuve. Ce qui n'a pas manqué, évidemment, de susciter tout un ensemble de débats, notamment à l'intérieur des corporations universitaires et d'enseignants. Deuxième type de critique, l'inefficacité du concours. Troisième type de critique, le troisième type de critique est relatif au coût du concours. Il s'agit non pas de critiques émanant de sociologues ou émanant de personnel politique, mais de critiques émanant plutôt des institutions elles-mêmes, et notamment du ministère du Budget et de la Cour des comptes. Dans un contexte de réforme de l'État, dans un contexte de réduction du budget de l'État, le concours coûte cher. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, quand on organise un concours, il faut louer une salle pour les épreuves écrites, mais aussi pour les épreuves orales. Il faut éventuellement, lorsque les membres du jury viennent de loin, leur payer les transports et éventuellement un logement. Il faut évidemment employer des surveillants, etc., etc. Et évidemment, tout cela ne correspond pas du tout au référentiel, comme on dit parfois en sciences politiques, mais en tout cas aux grandes idées défendues actuellement par ce type d'institution qui cherchent à tout prix à réduire le coût de fonctionnement des institutions. Voilà pour les critiques. Malgré les critiques, et là encore, c'est peut-être la beauté du paradoxe, le concours demeure extrêmement légitime. Légitime pourquoi ? Et là encore, Michel Miaille a parfaitement introduit mon propos, parce que le concours reste, notamment dans la fonction publique, le mode de recrutement privilégié des fonctionnaires, que ce soit les cadres de la fonction publique, catégorie A, ou les autres personnels administratifs. Pourquoi est-il le mode de recrutement privilégié ? Parce qu'il serait la meilleure solution pour lutter contre l'arbitraire, contre les formes de cooptation, contre le favoritisme et plus largement contre la transmission héréditaire des charges. Évidemment, si le concours bénéficie d'une telle légitimité, c'est qu'il s'associe, si j'ose dire, à une forme d'imaginaire, entre guillemets. Imaginaire politique extrêmement forte qui est liée à la Révolution française, qui est liée à la naissance de la République en France. De ce point de vue-là, évidemment, le concours incarne quelque chose de particulier. Il incarne un contrat social entre l'État et le citoyen. Désormais, l'État se donne les moyens et sera en mesure de reconnaître le talent et les efforts individuels du citoyen. Il ne s'agit plus, comme sous l'Ancien Régime, de juger les individus selon leur appartenance sociale, c'est-à-dire selon leurs origines sociales, selon leur lieu de naissance, etc., etc. Cet attachement politique, cette légitimité politique du concours se retrouve dans de très nombreux discours au sein de l'espace public. Un exemple pour, au-delà de la parole de mes enquêtés dans le cadre de mes enquêtes sociologiques sur lesquelles je voudrais revenir avec vous, c'est le cas des biographies présidentielles. J'ai un passe-temps, qui a un passe-temps comme un autre, c'est celui de lire les biographies ou les autobiographies de présidents et d'hommes politiques. Et dans le cas de la France, mais c'est aussi le cas dans le cas des États-Unis, on retrouve cette figure du passage dans le supérieur et du passage du concours comme une figure, si j'ose dire, obligée. Que le président soit un dilettante, comme c'est le cas de Jacques Chirac par exemple, ou qu'il soit extrêmement sérieux, qu'il fasse montre, si j'ose dire, d'une forme de docilité scolaire, comme c'est le cas de François Mitterrand, tous parlent du concours comme un moment de bifurcation,
comme on le dit en sociologie, dans leur trajectoire. Et je vous ai mis une petite citation issue de l'autobiographie de Georges Pompidou qui évoque son entrée à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et que dit-il, Georges Pompidou, dans Le Nœud gordien 1974 ? Et ce jour-là, le jour du concours, le jour de ma réussite au concours, je sus, et tous les autres avec moi, que je fus à la hauteur. Et ce jour-là, je sus, et tous les autres avec moi, que je fus à la hauteur. Ce qui est intéressant et un des points qui m'a particulièrement stimulée dans le cadre de l'écriture de ce livre, c'est que cette légitimité dans l'espace public déborde largement, du moins il me semble, les limites de la fonction publique ou les limites du scolaire, les limites de l'école. À quoi fais-je référence ? Eh bien, quand je sors de l'université, que je rentre chez moi, parfois, sans doute comme nous tous, j'allume ma télé. Et le soir, sur de très nombreuses chaînes, je tombe sur des émissions de divertissement qu'on appelle souvent jeux de télé-réalité. Et alors que j'ai passé ma journée à évaluer des étudiants, parfois à leur faire passer un concours, que vois-je à la télévision ? Eh bien, encore un concours. Que l'on pense au concours de télé-réalité fondé sur la cuisine ou au télécrochet fondé sur la chanson, il me semblait intéressant de mettre en parallèle cette forme sociale du classement qui est érigé dans l'espace public désormais à la hauteur d'un jeu, bien au-delà de l'école. Et qui, à mon avis, a un effet fort, à mon avis, ce type de jeu de télé-réalité, parce qu'il touche un public beaucoup plus large que le public des classes préparatoires, des universités ou même des lycées, contribue à légitimer ces formes de classement à l'intérieur de l'espace public. Mais avant de comprendre à quoi sert un concours aujourd'hui, je voulais revenir avec vous quelques instants sur la définition du concours. Qu'est-ce qu'un concours ? Pour un juriste, du moins il me semble, le concours a 3 caractéristiques. C'est un examen qui ouvre l'accès à un nombre d'emplois limité. Nombre d'emplois limité et dont le nombre est fixé à l'avance, donc avant l'examen, et dont le nombre de positions ouvertes au concours est inférieur au nombre de candidats. Deuxième élément, les emplois ouverts au concours sont pourvus après un classement. Classement qui correspond souvent à des notes. Troisième élément du concours selon les juristes, le concours fait l'objet de publications de résultats sous la forme d'un classement ou bien sous la forme d'une liste d'aptitudes. Voilà pour la définition juridique, du moins telle que je la comprends. Évidemment, ce n'est pas la définition sur laquelle je vais me fonder aujourd'hui, ce soir avec vous, mais il me semblait intéressant de la garder en tête. Et je vous demande de la garder en tête jusqu'à la fin de ma conférence. Qu'est-ce qu'un concours pour un sociologue ou une sociologue ? Un concours, c'est avant tout un processus social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un concours, c'est un processus social qui transforme des micro-différences académiques, un quart de point, un demi-point, en statuts sociaux pérennes. C'est la fameuse différence dont parlait Pierre Bourdieu entre le dernier admis à l'école normale supérieure et le premier recalé. La différence est infime. Elle peut être de l'ordre de 0,25 points. Et pourtant, elle donne lieu à une transformation statutaire extrêmement importante et qui aura un effet sur toute la trajectoire de l'individu ou des individus, celui qui a réussi et celui qui a échoué. Voilà pour la
définition un peu classique du concours en sociologie. Une autre définition qui me paraît intéressante émane d'un ancien disciple de Pierre Bourdieu qui s'appelle Luc Boltanski. Et pour Boltanski, un concours, c'est une épreuve de vérité qui ancre et maintient l'individu dans un ordre social. Le concours, par son caractère répétitif, rappelle l'ordre social à l'individu, d'autant plus que la société ne cesse de rappeler à l'individu l'existence du concours, sa réussite ou son échec au concours. Dans tous les cas, pour un sociologue, c'est un processus social de transformation qui prend une forme institutionnelle relativement homogène et qu'on retrouve dans des espaces sociaux extrêmement différents. Bien évidemment, comparer l'école polytechnique à des émissions de télé-réalité ou au concours d'HEC ou éventuellement au processus de sélection d'entrée dans les BTS nécessite de prendre en compte les différences entre ces différents modes de sélection. La principale différence entre ces différents modes de sélection, c'est évidemment la question de leur légitimité politique. Il y a des concours très légitimes, l'école polytechnique, l'ENS, l'ENA dans une certaine mesure, et des modes de sélection ou des concours beaucoup moins légitimes et beaucoup moins visibles dans l'espace public. Et c'est ce qui les différencie. Toutefois, la définition des sociologues me paraît très intéressante et très importante. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de passer au-delà des poncifs et de ce qu'on appelle en sociologie des catégories indigènes traditionnelles pour désigner le concours. Si vous rencontrez un polytechnicien ou un normalien, il vous expliquera que ça ne sert à rien de comparer les deux concours parce que cela, évidemment, n'a rien à voir. Évidemment, ce n'est pas le cas. On retrouve des critères tout à fait similaires, une organisation extrêmement similaire, tant à l'écrit qu'à l'oral. Prendre le concours comme processus social permet d'aller au-delà de ces poncifs et de ces catégories indigènes reproduites par les acteurs. Cette définition me semble aussi très intéressante parce qu'elle met un terme, si j'ose dire, dans mon travail, à un poncif qui associe de manière définitive le concours à la méritocratie républicaine française. Le concours serait une spécificité exclusivement française et n'existerait absolument pas ailleurs. Pour être comparativiste, c'est-à-dire pour mener des recherches dans des terrains étrangers, je vous confirme que ce n'est pas le cas. Certes, ça ne s'appelle pas les concours, mais les modes de sélection, les critères et l'organisation demeurent tout à fait similaires. Et un des buts de mon travail, effectivement, c'était de réfléchir justement à ce poncif républicain, limiter le concours à une spécificité purement française. Revenons à ma question initiale et à la question du paradoxe. Pourquoi une forme institutionnelle aussi critiquée se maintient-elle ? Hypothèse de travail, parce qu'elle répond à une demande et à un besoin à la fois de la part des institutions, mais à une demande et à un besoin également de la part des individus. Pour travailler cette hypothèse, je prendrai une approche, j'emprunterai une approche historique ou socio-historique, comme on dit parfois, à partir de l'histoire longue du concours. Par convention, et là encore Michel Miaille l'a bien rappelé, par convention, l'histoire du concours commence en Chine impériale. La littérature diverge. Est-ce qu'elle a été créée en Chine impériale en 200 après Jésus-Christ, dans la dynastie des Han, ou en 600 après Jésus-Christ, pendant la dynastie des Tang? On ne sait pas. Ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, médiévale, si on peut prendre une catégorie occidentale et qu'on applique à la Chine, on voit l'émergence d'un mode de recrutement bureaucratique des élites politiques, c'est-à-dire des fonctionnaires. Et ce recrutement ne se fonde plus sur les lettres de recommandation, c'est-à-dire sur la cooptation,
les petits mots qu'on passe, mais se fonde sur l'analyse et l'examen des capacités, sur un ensemble d'épreuves écrites. Vous allez me dire, c'est formidable, en fait les Chinois ont tout inventé. C'est exactement la même chose que nous faisons aujourd'hui en France. Petit bémol, qui me semble important de rappeler. Le concours en Chine impériale, même si dans sa forme, ressemble beaucoup aux épreuves françaises ou aux épreuves contemporaines en Angleterre ou aux États-Unis, par exemple, est non méritocratique. Son but, ce n'est pas de choisir ou d'identifier les meilleurs individus d'où qu'ils viennent pour assurer le bon gouvernement de l'Empire. Son but, c'est avant tout un but de contrôle. L'idée, c'est d'assurer la loyauté politique des classes sociales qui sont les plus à même ou seront les plus tentées de se révolter contre le pouvoir de l'empereur, ces classes sociales étant les élites sociales, la bourgeoisie, une partie de la noblesse. En donnant un statut de fonctionnaire, un statut de mandarin à ces élites sociales, l'empereur s'assure de leur loyauté politique, y compris dans des territoires très distants du pouvoir central. La Chine, évidemment, c'est un poncif d'une banalité de dire que c'est un très grand pays. Comment fait le pouvoir politique pour assurer sa continuité, sa survie, y compris dans des territoires très éloignés du pouvoir de l'empereur, de sa personne? De ce point de vue-là, le pouvoir utilise le prestige culturel, le statut de fonctionnaire, comme un outil de discipline des élites sociales. C'est un outil de discipline au sens de Foucault, un outil de contrôle. On n'est pas du tout dans le mythe du mérite. Souvent, la littérature sur la Chine pose aussi la question de la circulation de ce modèle de recrutement en Occident. Certes, c'est né en Chine, mais comment est-ce arrivé ensuite en Europe, dans le monde occidental, en Europe et en particulier en France? Petit rappel sur les deux thèses dans la littérature qui reviennent le plus régulièrement pour expliquer cette circulation des modes de recrutement et du concours. La première thèse, c'est celle liée aux missionnaires jésuites. La Compagnie de Jésus envoie des missionnaires en Chine entre le XIIIe siècle et le XVIe siècle. Les missionnaires jésuites seraient si impressionnés par le mode de recrutement des fonctionnaires qu'ils, si j'ose dire, emporteraient son mode d'organisation dans leur bagage et l'appliqueraient dans leur collège jésuite à partir du XVIe siècle, sous la forme de classement. Une autre thèse, et il me semble qu'elle est, à mon avis, plus pertinente, c'est celle développée par le sociologue français Émile Durkheim, que vous retrouvez notamment dans un ouvrage très intéressant qui s'appelle « L'évolution pédagogique de la France ». Selon lui, les concours français sont liés à l'Église catholique, effectivement, mais aussi aux corporations médiévales qui, au Moyen-Âge, sont évidemment dépendantes non seulement du pouvoir du prince, mais aussi du pouvoir de l'Église. Les corporations médiévales, et prenons l'exemple de corporations universitaires, pour survivre, pour conserver leurs privilèges, puisque vous savez qu'elles ont des privilèges en termes d'impôts, notamment, et de monopole en termes d'échanges marchands ou de production de marchandises, pour conserver leurs privilèges, ont besoin d'un corps ou de constituer un corps d'individus qui soient loyaux au groupe et qui soient évidemment de qualité. L'initiation qu'ils mettent en place, les épreuves d'initiation qu'ils mettent en place, qui sont fondées sur tout un ensemble d'épreuves sur lesquelles je ne reviendrai pas ici, visent à cela, à la fois assurer la qualité des impétrants, des nouveaux individus qui vont former le corps, et ensuite fournir un rituel qui rendra possible l'exaltation des valeurs du groupe, l'exaltation des valeurs de la corporation. De ce point de vue-là, pour Durkheim, les concours contemporains ne sont que la reprise par l'État, transformation et quelques bribes d'influence notamment des jésuites, des corporations, des modes d'initiation et de sélection des corporations
médiévale. C'est la thèse de Durkheim, en tout cas. Évidemment, on ne peut pas comprendre les concours tels qu'ils existent aujourd'hui sans comprendre, et leur développement, sans comprendre qu'ils sont complètement liés à la construction, à la bureaucratisation des États modernes, et notamment en France. À partir du moment où l'État prend de l'ampleur, augmente ses compétences, élargit ses compétences, il a besoin de fonctionnaires en capacité, si j'ose dire. C'est vrai pour l'État républicain, pour la République, mais c'est vrai dès l'Ancien Régime. Et on a tort d'associer le concours à la Révolution française. Le concours préexiste à la Révolution française. La première grande école à mettre en œuvre un recrutement sur concours, c'est l'école de la marine en 1780. Toujours dans un objectif d'identifier des fonctionnaires capables et loyaux parmi les enfants de la noblesse. À quoi sert le concours? Il sert évidemment, dans un contexte de bureaucratisation des États, à assurer l'indépendance des fonctionnaires, à assurer leur qualité, mais aussi leur indépendance. Quand on a un statut qui correspond à son concours, on est plus à même d'être indépendant par rapport au pouvoir économique et aussi par rapport au pouvoir politique. Qu'est-ce qui explique pendant tout le XIXe siècle en France puis le XXe siècle le développement des concours et même explosion du nombre de concours et du recours aux concours? Ben, plus largement, et là je reprends la thèse d'un politiste de Grenoble qui s'appelle Olivier Hill, c'est lié à ce qu'on appelle la méritocratisation de la société. Les sociétés démocratiques ou qui se démocratisent sont des sociétés qui donnent de plus en plus d'importance à la notion de mérite. Ce sont des sociétés évidemment qui s'individualisent. L'individu cherche à être reconnu pour sa valeur et pour son talent, de manière, si j'ose dire, asociale, désocialisée, détachée de son groupe social et détachée de sa famille. Napoléon Ier utilise cet attrait pour le mérite dans un cadre également disciplinaire. Sous Napoléon Ier émerge ce qu'on appelle parfois en histoire sociale, une culture de l'émulation. Moyen de contrôler les publics, un moyen de les contrôler sans avoir toujours recours à la contrainte, c'est justement de les faire participer à un certain nombre de concours scolaires, mais aussi à multiplier les récompenses honorifiques qui sont désormais ouvertes à tous, pensons à la Légion d'honneur, et qui ne sont plus seulement réservées à la noblesse, comme sous l'Ancien Régime. De ce point de vue-là, évidemment, cette culture de l'émulation par la récompense, les médailles, et par le concours, contribue à discipliner celles qui ont un intérêt à avoir ou à obtenir ces récompenses, la bourgeoisie qui a participé activement, évidemment, au changement de régime et à la Révolution française. Deux éléments ou deux outils qui correspondent, à mon avis, à ces objectifs à la fois de loyauté politique, de contrôle des élites sociales et à cette culture de l'émulation sont d'un côté le concours de l'école polytechnique et de l'autre le concours des sociétés savantes. J'évoque avec vous d'abord la question du concours de l'école polytechnique. Le concours de l'école polytechnique a, dans l'imaginaire français, encore une fois j'utilise le terme d'imaginaire avec des pincettes, dans les représentations françaises, nationales, a une place particulière. Pourquoi ? L'école polytechnique est créée en 1794 pour assurer bien sûr la formation scientifique des cadres de l'État. Le concours, et non seulement la formation, doit incarner les idéaux révolutionnaires. À ce titre, il est décidé que le concours n'aura pas seulement lieu à Paris, mais doit être organisé dans des centres d'examen au-delà de la capitale. Pourquoi ? Évidemment, l'idée, c'est augmenter le vivier de candidats, réduire leurs frais de déplacement et stimuler le rapport au scolaire des Français au-delà
des citoyens au-delà de la capitale. Les premières épreuves du concours de l'école polytechnique sont très intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont assez différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. L'oral, il y a une place centrale. L'oral, évidemment fondé sur l'étude des mathématiques, notamment, mais l'oral qui permet un contrôle du républicanisme des candidats, une sorte de morale républicaine. L'oral bénéficie également d'un certain nombre de représentations qui n'ont plus vraiment cours aujourd'hui. L'oral devrait permettre, selon les premiers organisateurs du concours de l'école polytechnique, doit permettre de déjouer la tromperie des candidats, l'examinateur se présentant comme une sorte de lecteur des âmes, un petit peu comme dans un confessionnal, comme dans une confession, d'une certaine façon. Le concours de l'école polytechnique est important, pourquoi ? Parce qu'il a un rôle dans l'organisation du système éducatif moderne. Pourquoi les grandes écoles et pourquoi les concours ont tant d'importance en France ? Eh bien, et pourquoi on les retrouve dans un certain nombre de filières, ou dans la totalité des filières ? Parce que le système éducatif moderne, contemporain plutôt en France, est organisé sur les modèles et pour répondre aux besoins des grandes écoles. C'est un système pyramidal et au-dessus de la pyramide, au sommet de la pyramide, on trouve les grandes écoles et notamment l'école polytechnique. Je m'explique. Je viens de dire que l'organisation du concours est décentralisée. Elle a lieu dans 22 centres d'examen. Les centres d'examen décentralisés permettent d'augmenter le vivier, mais il s'agit également, le vivier de candidats, mais il s'agit également de stimuler les préparations pour augmenter le vivier. Préparations qui deviendront bientôt les classes préparatoires. Or, quelle est la meilleure façon de préparer un concours ? Évidemment, c'est reproduire pendant 2 ans les formes de sélection et les formes de notation qui ont lieu pendant le concours. Vous êtes d'accord avec moi ? Anticiper de ce point de vue-là la préparation. Anticiper le concours dans la préparation. Et c'est par le biais de ces préparations qu'on voit circuler des formes d'évaluation qu'on retrouvera par la suite dans le système scolaire. Le concours de l'école polytechnique a lieu dans 22 sites différents, avec des examinateurs différents. Un des problèmes qui se pose très rapidement aux examinateurs, c'est de savoir comment classer dans une liste unique tous ces candidats qui sont finalement évalués dans des lieux et dans des conditions assez différentes. Comment faire ? Une solution qui est trouvée assez rapidement et qui en fait vient de l'école de la marine est d'avoir recours à une note chiffrée. La note chiffrée permet une évaluation standard au-delà ou dans tous les territoires. Cette notation circulera ensuite dans les classes préparatoires. Quand on est en prépa, on a besoin de savoir comment on sera noté le jour du concours. Donc les professeurs dans les préparations, qui ne s'appellent pas encore dans les classes préparatoires, reproduisent cette forme de notation. Cette forme de notation, par capillarité, arrive jusqu'au baccalauréat. À partir de 1890, on retrouve donc ce système de notation sur 20 dans les classes prépa, puis au baccalauréat, puis au lycée. C'est exactement la même chose également pour le recours à l'écrit. Changement de paradigme autour des années 1830. À Polytechnique, on décide que ce qui est le plus efficace, c'est de noter non seulement sur l'oral, mais également sur l'écrit, parce que l'écrit, et notamment la copie anonyme, permet l'objectivité du jugement. Du moins le croit-on. On retrouve les mêmes logiques de capillarité et de circulation via les classes prépa. À partir de 1850, le baccalauréat, qui était initialement fondé sur des épreuves orales, devient à son tour en partie fondé sur des épreuves écrites. Excellent exemple pour expliquer la force des grandes écoles et à quel point les changements dans les grandes écoles, même encore aujourd'hui, ont un impact sur le système
éducatif et sur les réformes de l'éducation. Si vous regardez les réformes actuelles de l'enseignement supérieur liées aux admissions, donc à la sélection, à l'entrée en master, à l'entrée en licence, mais aussi les réformes liées aux frais d'inscription, on y voit une capillarité extrêmement forte, fondée sur un système pyramidal. Aujourd'hui, et notamment pour le cas de la réforme des frais d'inscription, comme vous le savez, en ce moment, on réfléchit, le gouvernement réfléchit à augmenter les frais d'inscription pour les étudiants étrangers et éventuellement pour les étudiants français dans les mois à venir. Cette réforme est fondée sur un modèle, celui des grands établissements, et en particulier le modèle de Sciences Po Paris, qui depuis une quinzaine d'années a mis en place une réforme liée à la frais d'inscription, augmentation des frais d'inscription et la mise en œuvre de tarifs dégressifs. Dans tous les cas, ce qui explique la puissance du concours et a fortiori des grandes écoles, c'est aussi leur position. Historiquement, le système éducatif est fondé par capillarité sur la circulation des modes de notation et des modes d'évaluation dans les grandes écoles et en particulier à l'école polytechnique. Voilà pour mon premier exemple. Deuxième exemple de concours, il s'agit d'un concours qui est moins scolaire que celui de l'école polytechnique, a priori en tout cas. Il s'agit des concours organisés dans toute la France pendant l'Ancien Régime par des académies ou des sociétés savantes, y compris par des académies à Montpellier. Il s'agit en fait d'une pratique ludique, pratique sociale ludique, qui a pour but de stimuler le grand public autour de joutes intellectuelles. On propose de discuter d'un sujet, quel qu'il soit, d'histoire, de poésie, autour des techniques agricoles, et des candidats ou des individus sont invités à disserter, proposer leurs suggestions relativement à ces sujets. Le but de ce débat, de cette joute intellectuelle, c'est évidemment de gagner un prix, c'est-à-dire d'obtenir une rétribution symbolique et matérielle. On n'est pas dans le statut de fonctionnaire, mais on est quand même dans la rétribution statutaire. J'ai gagné un prix. Je peux utiliser ce prix me distingue dans ma vie quotidienne. Ces pratiques sont aussi intéressantes que le concours des grandes écoles au sens classique. Pourquoi ? Déjà parce qu'ils évoquent dans une certaine mesure nos concours de philatélie, par exemple, mais aussi parce que ces concours sont aussi une forme disciplinaire, une forme d'autocontrainte. Pour obtenir le prix, évidemment, il faut se plier à un ensemble de règles, à un ensemble de codes, à un certain rapport au savoir, à un certain rapport à l'écrit, à un certain rapport à la présentation de ce savoir. Et c'est la meilleure façon, du coup, d'intérioriser ou d'inculquer ces nouvelles normes sans avoir recours à la contrainte. Autre exemple qui me paraît aussi intéressant, une forme de classement qu'on ne classe en général pas du côté des concours, que sont les comices agricoles. Une comice agricole, qu'est-ce que c'est ? Toujours la question du classement et du prix. Et l'idée, évidemment, c'est inciter à un effort de production, inciter les agriculteurs, les cultivateurs à un effort de production, mais qui doit correspondre à des standards fixés par des corporations ou par l'État. Tout cela sans avoir recours à la force. En cela, le concours est bien à l'image de cette culture de l'émulation qui fonctionne bien au-delà de la question de la référence au mérite, plutôt comme un outil disciplinaire, d'intériorisation de normes, d'autocontrainte, comme le dirait Norbert Elias, d'autocontrainte à de nouvelles normes sociales, alors qu'en démocratie, en République, le recours à la contrainte, à la force physique est moins acceptable ou moins accepté. Le concours, ce n'est pas seulement une question de loyauté, c'est aussi un instrument de conformité. Et là, je reviens, si j'ose dire, à mes premières amours sociologiques et aux thèses de Pierre Bourdieu. Pour Bourdieu, et on le voit dans ses travaux, donc Les Héritiers, publiés avec Jean-Claude Passeron en 1964, mais aussi un autre livre très intéressant qui s'appelle La noblesse d'État, publié en 1989,
Même pour Bourdieu, le concours en lui-même n'est pas si intéressant. Je trouve qu'il a tort. Mais pourquoi dit-il ça? Parce que lui s'intéresse plutôt aux classes prépa. Pour lui, le concours ne fait que valider le travail de ce qu'il appelle socialisation anticipatrice. Ce qui compte, c'est la manière dont on a intériorisé les normes, notamment dans le cadre d'une classe préparatoire aux grandes écoles. Le concours ne fait que valider et que certifier la conformité scolaire et sociale des individus à l'égard de l'institution. Quand on étudie les pratiques des membres du jury, ce travail d'identification de la conformité scolaire et sociale des individus est extrêmement présent. Je vous donnerai deux exemples dans un moment. En tout cas, Bourdieu, quand il étudie les membres du jury, identifie deux éléments. Ce qu'il recherche selon lui, c'est une forme de mimétisme social et culturel. On cherche à s'aimer chez les autres, se retrouver chez un autre plus jeune. Mimétisme social et culturel qui s'exprime dans l'attention à l'expression écrite, à l'expression orale, à une forme de culture générale qui correspond à nos propres attentes par rapport à notre institution ou à notre corps. Il recherche, ce membre du jury, toujours selon Bourdieu, ou selon la sociologie bourdieusienne en général, des dispositions individuelles qui correspondent à l'idée qu'il se fait de son institution. Je suis normalien, je suis normalienne en histoire, j'attends d'un normalien en histoire ou éventuellement en sciences sociales, qu'il corresponde à une certaine représentation que j'ai du métier, non pas de normalien, mais d'enseignant, voire d'enseignant-chercheur. Car ces dispositions, par ailleurs, pourront contribuer à renforcer le corps des enseignants, des agrégés, des enseignants-chercheurs éventuellement. Deux exemples un petit peu plus concrets. Celui de l'École nationale de la magistrature. Je me permettrai de citer les écrits du professeur Miaille, tirés d'une enquête qu'il a menée lors de son expérience de membre du jury au concours de l'École nationale de la magistrature. En quelques mots, que recherche le membre du jury? Non seulement des compétences techniques, c'est-à-dire en termes de maîtrise du droit, mais aussi des qualités relationnelles, notamment la question de l'écoute, si j'ai bien compris l'article. Pourquoi? Parce que l'écoute ferait partie des qualités attendues pour assurer un bon fonctionnement de la justice, une bonne justice. Un juge n'est pas seulement quelqu'un qui sait mobiliser le droit à bon escient, c'est aussi quelqu'un qui est à l'écoute. La justice se fait de manière relationnelle et pas seulement dans l'édiction des normes et l'application à des cas singuliers. L'idée, évidemment, pour vous citer, c'est évidemment de ne pas juger trop vite. Le deuxième cas d'études ethnographiques de membres du jury n'est pas de mon fait, mais le fait d'une cinéaste que vous connaissez peut-être qui s'appelle Claire Simon. Claire Simon est documentariste. Elle a sorti l'année dernière un film documentaire très intéressant sur le concours de la FEMIS. Le concours de la FEMIS, c'est la plus fameuse école de cinéma. Le film s'appelle Le Concours et elle filme non pas les candidats qui passent les épreuves, mais avant tout les membres du jury tels qu'ils essayent de recruter pour leur propre corporation. Ce documentaire est tout entier fondé sur l'idée que les différentes corporations du cinéma, les personnes qui sont responsables des décors, les metteurs en scène, les ingénieurs son, sont représentés et recrutent les prochaines générations. Mais ce que met en scène le film, ce sont les paradoxes du concours par rapport aux objectifs des recruteurs. Un des objectifs des recruteurs, et cela donne lieu à des scènes absolument hilarantes, en tout cas pour moi, sont des scènes qui font l'objet de négociations autour de ce qu'on entend par le génie créatif. Certes, pour entrer dans le cinéma, pour être un bon metteur en scène, il faut faire montre de génie créatif, de créativité. Mais comment fait-on à partir des outils que nous donne le concours, c'est-à-dire d'outils scolaires, pour identifier ce génie créatif ?
problème. Encore pire, si j'ose dire, un des objectifs du corps, c'est de recruter des individus qui soient non conformes ou non conformistes. Mais comment fait-on pour recruter à partir d'épreuves écrites et orales, organisées dans un cadre bureaucratique, des individus qui soient non conformistes? Et là, ce qui est intéressant avec le cas du concours de la FEMI, c'est justement qu'elle met en scène un des paradoxes du concours, une tension entre identification d'une authenticité, d'une personnalité, d'une individualité, et identification de normes, de conformité sociale et scolaire des individus. La conformité ne concerne pas seulement le scolaire et le social. La conformité, dans certains cas, peut être politique. Je passerai vite sur ce point-là, mais certains concours donnent lieu ou peuvent donner lieu à ce qu'on appellerait parfois des abus en France, en tout cas un contrôle de moralité politique. C'est ce que je disais sur le concours de Polytechnique. On juge de la moralité républicaine du candidat. En Chine, sous Mao, puis après, c'est aussi le cas. Il y a eu une tension ou des périodes où faisaient partie du concours des épreuves ou des modes d'identification, une forme de conformité politique à la ligne du parti communiste au pouvoir, bien sûr. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est la Chine, c'est loin, on n'a pas évidemment ces cas-là de conformité politique, de recherche de la conformité politique en France. Malheureusement, il me semble que la jurisprudence du Conseil d'État va un petit peu à l'inverse de cette première, ce sens commun. Pourquoi ? Je parle évidemment sous le contrôle du professeur Miaille, un arrêt du Conseil d'État très connu qui s'appelle l'arrêt Barrel, 1952, traite d'un cas de candidat exclu du concours de l'État. Pourquoi ? Pour des questions d'obédience politique au parti communiste. De ce point de vue-là, il n'y a pas si longtemps, vous voyez qu'en France, même si évidemment ce cas a fait jurisprudence et a donné lieu à un contrôle sévère dans l'organisation des concours par la suite, ce cas de conformité politique ou cette tentation de la conformité politique n'est pas le propre aux pays autoritaires. Ils peuvent aussi au régime autoritaire, aux pays avec des régimes autoritaires, ils peuvent également se retrouver en France. Voilà pour les institutions politiques. Mais vous allez me dire, oui, mais quel est l'intérêt pour une université de mettre en œuvre un concours? S'il coûte cher, s'il est inégalitaire, à quoi ça sert finalement pour une institution d'avoir son concours? Certes, ça sert à éventuellement contrôler la qualité des étudiants, et encore, quand on sélectionne par concours, on contrôle avant tout la composition sociale des étudiants plus que leur qualité. En fait, pour les institutions, le concours est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle un capital symbolique. Capital symbolique du concours qui permet d'assurer une forme de légitimité de la filière, de légitimité et de visibilité. Pour s'en convaincre, je parlerai d'un autre type d'institution que sont les écoles de commerce. Les écoles de commerce, prenez HEC ou prenez l'ESSEC, ne sont pas sélectives. Vous ne recrutent les bacheliers ou éventuellement les non-bacheliers, les lycéens non-bacheliers, mais n'ont pas de procédure de sélection telle qu'on les connaît aujourd'hui. Au fur et à mesure du XXe siècle, même jusqu'à très récemment, elles s'académisent. Pourquoi ? Parce qu'elles comprennent qu'il est dans leur intérêt de capter un public scolaire aux qualités scolaires très élevées, c'est-à-dire préparationnaires. Et au fur et à mesure du XXe siècle, en particulier à la fin du XXe siècle, elles négocient très fortement avec l'État pour créer leur propre filière de sélection qui deviendront les prépas HEC, à mon époque, si j'ose dire, désormais appelées prépa EC, scientifique ou commerciale. Dans tous les cas, l'académisation des écoles, c'est-à-dire le fait qu'elles ne soient plus seulement forme de formation pratico-pratique au métier du commerce, mais se revendique d'une légitimité intellectuelle et associée au concours.
en tant qu'institution, je souhaite me revendiquer d'une légitimité scientifique et intellectuelle, puis scientifique, éventuellement si je veux faire de la recherche. Il est donc important pour moi que j'organise mon propre concours pour renforcer cette légitimité intellectuelle puis scientifique. Le concours pour une grande école, mais aussi pour une université, est très importante dans un contexte contemporain, notamment dans un contexte marqué par la multiplication des classements. Vous connaissez les classements dans la presse, je ne donnerai pas d'organes de presse qui les publient, mais je pense que vous avez tous quelques idées en tête très régulièrement dans la presse hebdomadaire ou mensuelle. On a le classement des meilleures prépas, le classement des meilleures écoles de commerce, le classement des meilleures écoles d'ingénieurs, etc., etc. Bientôt, on aura évidemment les classements des meilleures universités en sociologie, en droit, en médecine, etc., etc. Or, quand on regarde le fonctionnement des classements, notamment américains, j'ai donné le cas de US Weekly par exemple, on s'aperçoit que la sélectivité est rétribuée. C'est-à-dire que plus l'institution est sélective, plus la sélection est drastique, plus les taux de sélection sont bas, plus elle remonte dans les classements. C'est-à-dire, plus elle remonte dans les classements qui sont pensés comme une forme d'objectivation de la hiérarchie scolaire, de la hiérarchie des filières. Donc, l'intérêt pour une institution, c'est d'organiser une forme de sélectivité, parfois de manière un petit peu artificielle, et je pourrais y revenir dans la discussion, pour pouvoir monter dans les classements. Petit point Parcoursup. Pourquoi a-t-on organisé ou pourquoi a-t-on réorganisé l'accès à l'université, notamment à la licence générale, au-delà des licences sélectives type double licence? Simplement parce qu'on a pensé la sélection pas comme un mode de sélection au mérite, mais plutôt comme un mode de régulation des flux liés à la massification universitaire. Vous savez qu'en ce moment, on est dans une période de pic démographique du point de vue des étudiants, en temps de récession économique. De ce point de vue-là, encore une autre fonction de la sélection bien au-delà de la méritocratie. L'idée, c'est tout simplement de réguler le rapport entre offre et demande de formation dans une période où l'État déclare ne plus avoir l'argent pour financer les études de tous. J'y reviendrai dans un moment. Je voudrais revenir avec vous sur le cas des États-Unis. Là encore, les procédures de sélection en première année aux États-Unis sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'elles montrent à quel point le mérite n'est pas un donné. Ça peut paraître de l'ordre de l'évidence pour vous, pour nous peut-être, mais les études fondées sur les archives institutionnelles de ces institutions, c'est aussi ce que je suis en train de faire en ce moment, ce qui explique aussi mes voyages assez fréquents aux États-Unis en ce moment. Ces études-là, sur les archives, montrent que la fonction de la sélection, loin du mérite, est plutôt celle de l'exclusion. De nombreuses institutions dites d'élite organisent ou commencent à organiser leurs concours non pas pour recruter en capacité, si j'ose dire, mais pour exclure certains groupes qui sont jugés menaçants pour les groupes dominants, pour reprendre une lecture sociologique et bourdieusienne. Je vous donnerai simplement le cas d'une étude très intéressante par un sociologue américain qui s'appelle Jérôme Karabel, dans un livre qui s'appelle The Chosen, qui est sans doute la Bible avec la noblesse d'État sur cette question-là. À Harvard ou à Yale, on n'a pas de procédure de sélection codifiée avant les années 20. Pourquoi ? Et comment cela se fait-il ? Eh bien, Harvard ou Yale, simplement, sont considérés comme des institutions qui certifient scolairement des dispositions sociales. On y fait rentrer par un biais financier, en payant un coût, des garçons de bonne famille. Mais la sélection ne s'opère pas sur des normes sociales. À un moment aux États-Unis, arrive une minorité raciale, considérée comme telle aux États-Unis, celle des étudiants juifs. Ces étudiants juifs créent la controverse sur le campus. Ils sont jugés trop nombreux et peu adaptés aux attentes des postes
à responsabilité politique et des positions sociales qui sont ouvertes après une scolarité à Harvard ou à Yale. Donc, par antisémitisme, très clairement, on les exclut. Comment les exclut-on? Il est question pendant un moment, et c'est mis en place, de mettre en place une forme de quota. On ne veut, par promotion, que 5% d'étudiants juifs. Dans un deuxième temps, il est décidé que la manière la plus efficace de limiter ces populations indésirables selon une logique antisémite évidemment, c'est tout simplement d'organiser un concours, mais un concours oral, fondé sur l'étude de la personnalité, alors que selon une logique antisémite, ces étudiants juifs n'auraient pas de personnalité. On valorise la personnalité comme quelque chose qui serait typique des étudiants qui mériteraient, entre guillemets, de rentrer à Harvard. Évidemment, ces traits de personnalité sont associés non seulement à une lecture très masculiniste et viriliste de l'individu, sont associés évidemment à des normes en cours, en vigueur, dans des groupes sociaux très particuliers qu'on appelle en France les WASP, les White Anglo-Saxon and Protestant Groups ou Individuals. Et de ce point de vue-là, on voit à quel point la sélection à Harvard et à Yale n'est simplement que le produit de pression par des groupes sociaux qui utilisent ces universités et la sélection comme des moyens de maintenir leur position sociale. Ce qui crée le concours, c'est la volonté de certains groupes sociaux de maintenir leur position sociale. Là encore, thèse bourdieusienne, mais aussi reprise aux États-Unis, notamment par Kerabel. Je pourrais vous donner un autre exemple tiré de ma thèse sur la féminisation des étudiants à Sciences Po. La question du genre devient de plus en plus importante dans l'espace public, et c'est tant mieux. Les étudiantes arrivent dans les grandes écoles assez tardivement. Pour vous donner une date d'ouverture, un seul exemple d'ouverture aux femmes des concours, on peut citer le cas d'HEC qui s'est féminisé visiblement simplement en 1973. C'était hier. Hein. À Sciences Po, les choses se font dans les années 40. Mais l'arrivée jugée menaçante par les autorités de Sciences Po de ces femmes, qui évidemment ont accès au lycée, désormais accès au baccalauréat, suscite une réaction qui est inédite. Pour essayer d'exclure ces femmes qui d'ailleurs à l'époque, en 1942, n'ont pas le droit de vote, on met en place un concours. De ce point de vue-là, c'est la logique d'exclusion, la volonté d'exclure les femmes qui est le mobile principal de la création d'un concours, puisque les filles, désormais, à partir de 1942, pour rentrer à Sciences Po, auront l'obligation de passer un concours particulier, alors que les garçons, pour rentrer à Sciences Po, demeurent soumis à un régime que j'appelle de la dispense, c'est-à-dire simplement un certain nombre de titres, et des dispenses selon leurs résultats scolaires, notamment au baccalauréat. De ce point de vue-là, encore une fois, le cas des filles, et on a des passages d'archives qui sont assez improbables à Sciences Po, où on a des éminents professeurs en droit, en économie, qui disent que la fille n'est pas acceptable à Sciences Po. Pourquoi ? Parce qu'elle, évidemment, ne fait qu'une chose, c'est rechercher un mari. Elle ne cherche pas à développer ses compétences. La fille est indésirable à Sciences Po parce que pour une fille en conférence de méthode, on a 10 garçons qui du coup ne travailleront plus, bien évidemment, puisque la fille serait forcément une source de gêne pour les garçons par sa présence, par sa seule présence. Tout ça pour dire que de ce point de vue-là, vous comprenez que l'émergence des concours n'est pas liée à une recherche de mérite, d'augmentation de la qualité des élèves ou éventuellement une logique méritocratique d'identification des talents d'où qu'ils soient. C'est vraiment lié à des logiques d'exclusion. La codification des concours, des critères, des épreuves, elle est vraiment liée à la volonté d'exclure et pas d'inclure. Maintenant,
Petit point, et j'irai rapidement pour la suite de ma conférence, petit point sur les familles. On a vu la fonction sociale et politique du concours pour les institutions, les établissements d'enseignement supérieur, mais quid des familles? Là, on revient dans des logiques très bien décrites aussi par la sociologie de la reproduction, autour de la distinction. À quoi sert un concours pour une famille? Eh bien, ça sert à maintenir sa position sociale quand la famille est issue d'un milieu type classe moyenne ou classe supérieure, je dis très simplement, et notamment en contexte de massification scolaire. En contexte de massification scolaire, on a un nombre très important d'individus qui arrivent à un niveau de diplôme qui est le baccalauréat. Du coup, pour maintenir sa position sociale, il s'agit d'identifier et de permettre, d'être en capacité de mettre son enfant dans la filière qui sera la plus distinctive. Plus distinctive pourquoi? Quel est l'enjeu? Évidemment, vous comprenez que l'idée est de rentrer sur le marché du travail avec en main ce titre scolaire qui permettra à l'élève de se différencier des autres, alors qu'une grande cohorte d'individus arrive au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. Ce goût, si j'ose dire, des familles de certains types de familles pour le concours est évidemment encouragé par les classements. Que fait un classement de filière? Je donne l'organe de presse, par exemple, de l'étudiant aux représentations qu'on peut avoir du monde scolaire, eh ben, ça le hiérarchise. Dans un classement, on a un haut et on a un bas. On a un ventre mou. Et de ce point de vue-là, ça crée des représentations. Évidemment, quand on est en classe prépa, par exemple, on essaye d'avoir l'école qui soit classée la mieux. Parce que cela suppose, potentiellement, mais c'est tout théorique, que c'est là qu'on recevra la formation de la meilleure qualité. Dans tous les cas, ces classements sont importants et intéressants parce qu'ils redoublent de ce point de vue-là le rapport à la distinction scolaire. Parce qu'ils créent un haut et un bas. Petite anecdote, j'ai assisté dans le cadre de mes observations ethnographiques à l'accueil des nouvelles promotions à l'université d'Harvard. À l'université d'Harvard, ils sont accueillis, comme dans un certain nombre d'établissements, par le président de l'université, les vice-présidents. Et les vice-présidents ont tout un discours justement sur les classements, qui commence de la façon suivante. Bienvenue à Harvard, bienvenue dans le mont Everest du monde académique. L'Everest du monde académique. On est bien là dans une représentation standardisée et hiérarchique du monde scolaire, d'autant plus qu'il est globalisé, avec tous les biais méthodologiques que cela implique, même si évidemment, quand on regarde un classement, on tend à les oublier. Je pourrais y revenir peut-être dans la discussion. La question de la sélectivité des filières les plus attractives, et donc de la pression démographique sur ces filières-là, rend d'autant plus sensible la question de la légitimité du verdict. Quand les classes moyennes ou supérieures ont de moins en moins de chances, parce qu'il y a de plus en plus de candidats, de plus en plus de monde qui candidatent, d'accéder aux titres scolaires les plus attractifs, les plus prestigieux, que se passe-t-il? Là, on commence à discuter la légitimité de ce verdict. Ce verdict est-il véritablement méritocratique? Avec toutes les ambiguïtés et les ambivalences du terme de mérite. Ce jugement est-il véritablement transparent? Et c'est sans doute ce qui explique tout un ensemble de controverses très récentes sur les concours. Et aussi, ce qui justifie en partie la mise en œuvre des dispositifs d'ouverture sociale, notamment en France à Sciences Po, dans la plupart maintenant des écoles de commerce ou d'ingénieurs, qui ont leur dispositif d'ouverture sociale visant à démocratiser l'accès des grandes écoles, mais souvent sans toucher à leur concours. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de conserver un capital symbolique intact. Quelques questions, et promis, je finis là, quelques questions qu'on me pose souvent autour de la société du concours.
La Société du concours a été publiée en 2017, septembre 2017. Depuis a été promulguée la loi Orientation et réussite des étudiants qui a mis en œuvre la réforme dite Parcoursup, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Mais a été mise en œuvre un ensemble de réformes, notamment relatives aux filières de santé. À partir d'août et de l'automne 2018, il a été question de supprimer un certain nombre de concours, notamment concours d'infirmières, mais aussi épreuves de classement à l'internat de médecine. Du coup, j'ai reçu un certain nombre de courriers de lecteurs ou éventuellement de questions de journalistes qui m'ont dit « mais il n'y a pas de société du concours du coup, puisque vous voyez bien qu'on supprime les concours. » Suppression, et pour vous donner simplement l'exemple du cas des écoles d'infirmières, suppression des épreuves écrites, la sélection a lieu notamment par le biais désormais d'un dossier et via Parcoursup. L'idée, c'est évidemment d'intégrer les écoles d'infirmières à l'université pour des questions de coût pour l'État, pour les institutions, mais aussi pour les candidats. On retrouve aussi cette question du coût dans la fonction publique dans le cadre de procédures de mutualisation des concours. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'un concours d'école d'infirmière est supprimé ou qu'on réfléchit à la fin du numerus clausus en médecine pour des questions de démographie médicale que le concours disparaît. Pour moi, il se reconfigure tout simplement. Il s'agit moins d'une fin de sélection, et on le voit, je pense, avec les écoles d'infirmières qui restent sélectives, dont l'accès demeure associé au travail d'une commission qui juge et qui classe les candidatures, que la fin de ce que j'appelle une mise en scène égalitariste des épreuves écrites. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sur la droite du slide, je vous ai mis une photo du parc des expositions de Villepinte. Ça vous rappellera peut-être des souvenirs. En général, les épreuves écrites, quand on les passe, peut-être que certains et certaines d'entre vous ont passé des épreuves, notamment à la Maison des examens et des concours d'Arcueil, qui se situe en région parisienne. C'est la même chose. Mais on a sur, j'ai envie de dire, des hectares, des énormes salles qui accueillent des candidats auxquels on nous offre des conditions d'examen qui sont rigoureusement les mêmes. On a 1 mètre sur 1 mètre de table. On calcule aussi la distance entre chaque table. L'idée, évidemment, c'est que par la standardisation de l'espace sur des hectares ou sur des étages, on met en scène l'égalité de traitement des candidats. Si vous vous retrouvez dans une salle avec des milliers de candidats qui composent dans des conditions rigoureusement similaires aux vôtres, c'est parce qu'on cherche, par la standardisation de l'espace, à assurer la croyance que le concours est égalitaire. Et ce que change Parcoursup et ce que changent les réformes récentes, notamment des concours d'infirmières, mais dans une certaine mesure aussi des concours de médecine avec l'introduction du contrôle continu, c'est ça. C'est qu'on n'utilise plus la standardisation de l'espace comme un mode de mise en croyance, si j'ose dire, en l'égalité de traitement entre les candidats. Je conclurai très rapidement sur la question qui nous brûle peut-être à tous et toutes les lèvres, Parcoursup. Autre question qu'on me pose souvent, Parcoursup, qui est la plateforme donc de gestion des candidatures pour entrer dans l'enseignement supérieur et notamment à l'université, est-elle un concours ? A priori, on me dirait non. Ah, c'est pas un concours, il n'y a pas d'épreuve écrite. Certes, on sélectionne, le mot n'a pas été prononcé par le gouvernement, on recrute sur dossier, mais ce n'est pas de la sélection. Certes, pour répondre à la question, j'ai envie de revenir à mon premier slide sur la définition du concours. Qu'est-ce qu'un concours ? Un concours, pour un juriste, ça un examen qui ouvre l'accès à un nombre d'emplois limité et inférieur au nombre de candidats.
Parcoursup, la réforme OR, est fondée sur l'établissement de capacités d'accueil. Capacités d'accueil qui, notamment pour les filières dites en tension, sont inférieures à la demande. Donc on est bien véritablement dans ce premier critère. Ensuite, un concours pour un juriste, c'est un examen qui ouvre à des emplois pourvus après classement des notes. Parcoursup, et on l'a bien vu tout l'été, est fondé sur le classement des candidatures, sur la base des dossiers scolaires, mais aussi sur la base de la motivation et sur des éléments extracurriculaires, c'est-à-dire la participation à des associations, éventuellement des jobs d'été, comme on dit, etc., etc. Et finalement, ce qui est un concours pour un juriste, c'est un examen qui donne lieu à la publication de résultats sous la forme d'un classement ou d'une liste d'aptitudes. À partir de là, et peut-être pour conclure, je vous laisse la parole et je vous demanderai, à partir des éléments que je viens de décrire, si selon vous, Parcoursup est un concours. Et je vous laisse évidemment juge de la réponse. Je vous remercie. Merci beaucoup pour tout ce parcours, si j'ose dire, et ces informations. Avant de poser la première question, je voudrais peut-être faire deux petites observations, dont certaines sont marquées au coin de l'humour. D'abord, dans les facultés de droit, ce que je connais le mieux, le concours existe pour les professeurs depuis le XVIIe et XVIIIe siècle, donc c'est très ancien. C'était un mode de recrutement supposé échapper comme ça aux contraintes sociales. En réalité, on sait très bien que ce n'est pas du tout le cas. Et on ne parle d'ailleurs dans les facultés de droit du concours que pour parler du concours de l'agrégation. Alors, parenthèse, l'agrégation en droit et en médecine n'a rien à voir avec les agrégations de lettres et de sciences qui sont des concours pour le second degré. Tandis que l'agrégation de médecine et de droit, c'est pour l'entrée dans le professorat des universités. Et c'est tellement inégal que la meilleure définition qui est donnée du concours d'agrégation, c'est un système de cooptation tempéré par le hasard. C'est vous dire l'estime où on tient le classement. J'ajoute que d'ailleurs, les professeurs de droit ont résisté jusqu'à la guerre de 14 à l'égard des épreuves écrites. Toutes les épreuves dans les facultés de droit étaient orales. Ce qui évidemment était d'une certaine manière une prime donnée, comme on disait, aux fils d'avocats et de magistrats par rapport aux autres, mais ils étaient largement nombreux pour faire le public des amphithéâtres de l'époque. Alors ça, c'est une première observation pour montrer que l'université elle-même a résisté autant qu'elle a pu à des modes qui auraient été un peu trop, j'allais dire, citoyens ou républicains et préféré garder la main sur ses propres modes de recrutement. La deuxième observation, très rapidement, c'est que les concours sont en train de changer, y compris dans les concours les plus traditionnels. Alors, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais membre de l'un des concours sur les 3 de la magistrature, on a vu arriver un candidat à l'oral. À l'écrit, le problème ne se posait pas, mais à l'oral, plein de lui-même, très autosatisfait, très punchy, comme on dit aujourd'hui, du style « vous cherchez le meilleur, ne cherchez plus, c'est moi ». Évidemment, il n'est pas passé. Et il s'est trouvé que, par un hasard inattendu, 2 jours après, je le croise dans les rues de Paris et il m'aborde, il me dit « Mais monsieur, vous êtes bien le professeur de... » « Oui, écoutez, alors, je n'ose pas vous le demander, mais pourquoi j'ai été collé? Pourquoi vous ne m'avez pas pris? Je suis le meilleur. » Et là... je lui ai dit, mais attendez, vous avez fait une préparation, parce que la plupart des candidats, malheureusement, vont payer cher des préparations. Qu'est-ce que vous avez fait comme préparation? Et là, il m'apprend qu'il a fait une préparation dans une école quasiment privée, hein, quasiment de commerce, de je ne sais quel management. Et évidemment, le style d'une école de commerce, c'est « ne cherchez pas le meilleur, c'est moi ».
Or, je lui ai dit, mais vous avez sous-estimé que pour entrer dans la magistrature, c'est pas du tout le style qu'il faut développer. Il faut au contraire être un peu humble, il faut montrer qu'on sera un grand serviteur de l'État. On n'est pas dans le management, on n'est pas dans la réalisation d'un chiffre d'affaires. Et j'ai vu ce garçon se décomposer et me dire, ah, mais j'y avais jamais pensé, mais vous avez raison, mais alors je me suis trompé, en plus ça m'a coûté cher. Et vous voyez comment je pense que malheureusement ce type d'attitude risque à terme quand même de modifier les concours typiquement administratifs, je pense ceux auxquels j'ai participé, que ce soit l'ENA, la magistrature, l'école des collectivités territoriales, mais on pourrait penser au concours des impôts, hein, pour les inspecteurs des impôts, ou l'école de Rennes, l'école des directeurs d'hôpitaux, où finalement aujourd'hui on attend quand même des gens un peu punchy, pas trop gris, pas trop fonctionnaires transparents, mais des gens qui disent oui, j'assume, je vais prendre, il y a un challenge. Et c'est en train d'entrer dans les concours traditionnels. Alors maintenant, ma question. Je vous signale que ce que vous avez montré là, dans la dernière photo sur les examens avec ces centaines de tables, j'en ai compté à peu près, c'était des carrés de 100, hein, et donc il y en a à peu près 600. Je vous signale qu'au Mexique, je l'ai vu, parce que j'y ai enseigné au Brésil, c'est dans les stades que se passent les concours, hein, les stades de sport. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Alors, ma question est la suivante. Au fond, on voit bien que ce n'est pas le concours qui est inégalitaire et qui fait de la ségrégation sociale. La ségrégation sociale, elle est venue avant par l'enseignement, primaire et secondaire. Quoi qu'en pensent, et ils ne sont pas en cause, les enseignants du primaire et du secondaire. C'est eux qui ont déjà fait le tri. D'abord, la pyramide est assez pointue, même si on a aujourd'hui 80% de bacheliers sur une tranche d'âge, mais ces 80% de bacheliers, ils ne vont pas, et de loin, entrer à l'université ou dans les grandes écoles. Donc, la sélection, on ne peut pas dire que c'est le concours qui l'a fait. Il ne fait que prendre en compte, montrer et rendre visible une sélection qui a déjà été faite. Donc le problème recule, si j'ose dire, d'un cran. Comment assurer que l'école républicaine soit républicaine ? Hein, parce qu'à ce moment-là, les concours suivront certainement. Et alors, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'on peut imaginer une école qui ne soit pas classificatoire ? Et je vais dire, pour une raison que vous comprendrez, que les sociologues comprennent. Moi, je suis, par mes études de sociologie, aussi un fils de Lévi-Strauss. Au fond, il n'y a pas de société sans classification. Toutes les sociétés mettent des plumes sur la tête du chef. Et donc, est-ce qu'on peut imaginer une société tellement égalitaire qu'il n'y a plus les plumes bleues ou rouges sur la tête des chefs ? Autrement dit, comment le classement en lui, qui est au fond peut-être une nécessité d'organisation sociale, pourrait être, comment je dirais, amoindri, contrôlé, contrecarré par des procédures qui rendraient le concours ou l'examen même moins inégalitaire. Mais ça, je n'ai pas entendu beaucoup de partis proposer ce type de réflexion. Merci beaucoup. En propos liminaire, je reviendrai sur votre dernière suggestion sur les partis politiques et le concours. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que justement, on assiste, à mon avis, depuis 20 ans, à une disparition des discours politique sur les concours. Traditionnellement, et c'était le cas notamment de mémoire du programme commun de François Mitterrand en 1980, on a un discours sur la nécessité de faire disparaître les concours, et en particulier le concours de l'ENA, qui est évidemment inégalitaire, injuste, inefficace et coûteux. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de moins en moins dans l'espace public de la part d'acteurs politiques, et notamment des partis politiques, sauf éventuellement certains députés LR ultralibéraux qui seront contre le concours de l'ENA, mais là encore, ça ne concerne en général que le concours de l'ENA. Que je peux donner ? Oui, bien sûr. Une anecdote, vous ne le répéterez pas. Hein. Au début des années 80, vous voyez qui était président de la République, j'appartenais à un groupe de chercheurs qui s'appelait les chercheurs critiques du droit, dont j'étais un des fondateurs. Et
on avait beaucoup œuvré pour dire qu'il fallait mettre fin à cette sélection sociale, notamment représentée dans les facultés de droit par le concours d'agrégation. Et d'ailleurs, on voulait intégrer les facultés de droit dans des facultés de sciences sociales, au désespoir des collègues. Bon. Et on avait réussi à convaincre M. Savary, le ministre de l'Éducation de l'époque, à qui on lui avait dit que ce concours qui datait de l'Ancien Régime, il fallait le supprimer, avoir un autre type de sélection des professeurs. Et Savary était d'accord. Et donc il est allé en parler à Mitterrand. Vous ne le répéterez pas, hein. Et Mitterrand a dit « Je vais calculer, je vais réfléchir ». Et il est allé voir qui? Il est allé voir des agrégés de droit qui étaient membres de son gouvernement, notamment M. Badinter, mais il n'était pas le seul, qui lui a dit « Ah non, il ne faut pas toucher à l'agrégation de droit qui est le symbole de la qualité ». Et voilà comment on a échoué si près du but. Merci beaucoup pour cette anecdote très intéressante. Sur la question de la sélection sociale, évidemment, la sélection mise en œuvre par le concours, elle amplifie des formes de sélection sociale qui existent, qui préexistent au concours. C'est évidemment le cas dès le primaire. On pourrait même avancer les choses depuis la maternelle. Non ? Les inégalités sociales face à l'école, face au savoir scolaire, elles se forment sur la base de la famille et de ce que Bourdieu appelle le capital culturel des familles, qui a une influence sur le rapport à l'école. Pourquoi ? Parce que l'école développe une culture scolaire qui est propre à certaines catégories sociales. Elle développe un certain rapport à l'écrit, à l'oral, qui reproduit des formes notamment langagières qui sont attachées à certaines couches sociales, ce qui rend les choses plus compliquées pour les catégories plus populaires, notamment. Donc évidemment, ceci dit, je pense que c'est important de dire que le concours, évidemment vous l'avez également souligné, n'est pas neutre non plus. Il ne fait pas que valider les inégalités déjà existantes. Il peut aussi les amplifier d'une certaine mesure. Donc ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler. Je trouve que dans l'espace public, justement parce qu'on a un déficit du point de vue des acteurs politiques qui prennent en compte la question du concours, on a un déficit sur ces questions-là, ce qui explique peut-être une forme de légitimité ou de consensus autour de la question du concours, comme si le concours et la sélection, c'était une panacée, une sorte de réponse à tous les problèmes, et notamment de l'université. Alors que pour moi, selon moi, encore une fois, sur le fondement de mon expérience, et là, je fais un pas de côté et je parle en tant que jeune universitaire, le problème de l'université, ce n'est pas la sélection, c'est les moyens mis à disposition de l'université, moyens matériels en termes de financement, mais moyens humains en termes de nombre d'enseignants qui permettraient un encadrement plus important des élèves et donc ce qui aurait un impact sur leur réussite, notamment en licence. Donc ce qui m'étonne, c'est justement ce consensus autour de cette figure du concours, et ce qui explique aussi pourquoi j'ai écrit ce petit essai un peu épidermique, parce que l'idée c'était rappeler que en fait les concours, et on le sait depuis très longtemps, ne sont pas neutres et contribuent non seulement à reproduire, mais à amplifier la sélection sociale qui existe à l'école par ailleurs. Sur la question de votre première question, votre première remarque était liée au système de cooptation et à quel point le concours n'est pas neutre d'un point de vue des logiques de cooptation. C'est tout à fait vrai. C'est aussi vrai d'une certaine façon dans le concours de l'école polytechnique. Donc il y a des concours dans lesquels, notamment les agrégations de droit, de sciences politiques, d'économie, où ça se voit plus qu'ailleurs, parce que c'est fondé sur des épreuves orales, où en général on connaît le candidat qui passe l'agrégation avant qu'il passe ses épreuves. En général, évidemment, ce candidat, puisque le corps est suffisamment restreint pour qu'il y ait des liens entre certains membres du jury et certains candidats. Donc les concours ne sont pas exempts de cooptation. De ce point de vue-là, c'est une forme institutionnelle qui n'est absolument pas, qui ne correspond pas à l'idéal qu'on s'en fait, de quelque chose qui serait complètement et radicalement différent des formes, des logiques de cooptation, voire de clientélisme en fait. Il y a une part de cooptation dans le concours et vous l'avez très bien exactement expliqué à partir de votre commentaire. On donne la parole à la salle. Merci de votre exposé.
Je me suis posé une question en vous écoutant. Je fais aussi des recherches en sciences sociales et on est en général assez attentif à l'idée de contrefactuel. C'est-à-dire, pour comprendre quelque chose, on le compare à la situation où cette chose ne serait pas. Et donc, j'ai attendu pendant tout votre exposé le moment où vous aborderiez la question de comment allouer les places rares sans concours. Voilà. Il suffit de faire un peu d'histoire, vous en avez fait peut-être plus que moi. La plupart des sociétés ont vécu dans des systèmes dans lesquels la cooptation est de 100%. C'est-à-dire le fils du baron et le baron, le fils du notaire et le notaire. Alors chez les avocats, les médecins et les notaires, ça se transmet pas mal, même aujourd'hui, mais il y a une petite place pour les entrants, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Donc le contrefactuel, de ce point de vue-là, le concours est un progrès considérable. Alors c'est plutôt un commentaire qu'une question. Par quoi on pourrait remplacer le concours? Évidemment, c'est une question à 100 millions de dollars, comme on dit, évidemment, comme le professeur... Pardon? Alors, en tant que sociologue, la question qui m'a intéressée dans le livre, c'est déjà comprendre pourquoi le concours avait une telle importance, une telle légitimité à la fois politique, enfin, légitimité dans l'espace public et légitimité pour les individus, pour les élèves que je rencontrais, plutôt que la question de l'alternative. Je propose tout de même dans mon dernier chapitre des alternatives. Alors, à titre personnel, mais là encore, j'ai un point de vue non pas de sociologue, mais plutôt un point de vue plus... Enfin, de politique. Effectivement, si le but, tout dépend des objectifs qu'on défend. Si le but, c'est évidemment l'accès de tous à, pourquoi pas, la fonction publique ou à des positions sociales égalitaires, il faut plus de concours du tout. Il faut supprimer les concours. Après, qu'est-ce qu'on remplace, par quoi on remplace les concours dans le cas où on alloue des places rares? C'est une grande question. C'est une grande question à laquelle je n'ai pas de réponse. Peut-être que vous avez une idée à nous soumettre. Tirage au sort. Quelqu'un a dit le tirage au sort. De meilleurs concours. La démocratie va mal, on essaie d'avoir une meilleure démocratie. On n'engage pas la dictature. Et c'est vrai. Oui, de meilleurs concours, effectivement. Le tirage au sort, c'est une proposition très intéressante et j'en ai pas parlé parce que malheureusement, j'ai pas eu la place dans mon petit livre. Mais effectivement, la démocratie athénienne est en partie fondée sur l'allocation de positions rares sur la base du tirage au sort. Donc, c'est très intéressant de voir... Hein ? Pour les médecins aussi ? Oui, la question de la médecine, c'est évidemment, a-t-on envie d'un philosophe qui nous soigne quand on est en position de demander, d'avoir un besoin. Effectivement, donc ça, la question de la compétence et de l'expertise se pose, et évidemment, de ce point de vue-là, le concours est peut-être la moins pire des solutions, et on en revient toujours là, évidemment. Ceci dit, améliorer le concours, c'est possible, je pense, notamment en diversifiant les membres du jury, pour éviter des logiques de mimétisme social et culturel ou éventuellement des logiques de mimétisme corporatiste. Pourquoi, pour certains concours, ne pourrions-nous pas élargir le pool des membres du jury? Par exemple, à l'ENA, on a déjà des membres de la société civile, par exemple des journalistes. Pourquoi ne pas donner la parole à un citoyen lambda qui serait sélectionné sur la base des listes électorales comme les jurys d'assises? Pourquoi pas? Donc une manière d'essayer de réfléchir ensemble à de meilleurs concours à partir du moment où on veut garder le concours, où on considère que c'est le moins pire des systèmes, ce serait justement de jouer sur cette diversité des membres du jury pour atteindre une diversité des populations en fait étudiantes. Du moins c'est une des pistes que je propose dans le livre. Autre question? Oui, ici. Oui, il y a le monsieur aussi après là-haut.
Donc pour la médecine, donc moi j'ai passé le premier concours de médecine il y a longtemps, et donc c'était la première année du concours, et ce qu'on nous expliquait, c'était qu'il y avait trop de médecins, et que les médecins en place donc faisaient des actes pour garder un certain niveau social, enfin un certain niveau économique, et que donc il fallait, c'était l'intérêt des étudiants en médecine d'avoir un concours pour pouvoir vivre de pour pouvoir continuer à bien vivre de notre métier. Donc la fonction du concours était c'était limiter un peu le nombre des médecins de façon à ce que ça soit pas trop cher pour la collectivité, tout en maintenant le niveau social des médecins en place. Voilà. Donc, je voulais savoir ce que vous pensiez un peu de ce rôle du concours qui limite pour... Le numerus clausus. Voilà, hein, qui limite aussi, parce que comme c'était remboursé par la sécurité sociale, les consultations, etc., il fallait qu'il n'y ait pas trop de médecins pour pas que ça coûte trop cher à la société. Ça s'appelle le malthusianisme. Voilà. Tout à fait. Mais ce qui est très intéressant dans votre commentaire, dans votre rapport, ce que je retiens, c'est véritablement la manière dont la corporation des médecins a un impact évidemment sur le numerus clausus. Et même si la logique ou le discours, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, en tout cas il existe puisque vous l'avez entendu, la logique c'est la logique du maintien de la position sociale, et on retrouve des logiques qu'on étudie en sociologie, où l'idée dans l'accès à certaines écoles et l'idée défendue par les concours, c'est effectivement le maintien de la position sociale. Et ce que j'entends dans votre commentaire, c'est ça. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, ce n'est pas la question. Ce qui est intéressant, c'est que ce soit dit. Donc, c'est potentiellement quelque chose à laquelle on croit. Que le malthusianisme, que le numerus clausus est la meilleure façon d'assurer sa position sociale et son maintien à travers les générations. Monsieur ? Oui, je voudrais d'abord faire une observation avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Après, il y aurait deux questions. Cela concerne l'admission à ce concours redouté qu'est l'École nationale de la magistrature. Il se trouve que j'ai enseigné, disons, dans ce cycle préparatoire dans une faculté de droit, et nous avons constaté qu'une épreuve majeure pour l'admission à ce concours est une épreuve de culture générale. Ainsi, les étudiants ont-ils pu, ces dernières années, enfin peu importe quand, composer sur la mode ou bien le mensonge. Ceci n'a pas grand-chose à voir avec leur futur exercice de magistrat. Il est vrai qu'en fac de médecine, n'est-ce pas, on recrutait en première année sur les QCM. Je continue sur l'ENM, donc, qui effectivement était apte à traiter ce genre de questions? Eh bien, ce sont les élèves des instituts d'études politiques qui se précipitent vers ce concours et qui sont reçus, en général, bon, je vais vite, parmi les premiers. Or, un étudiant de l'Institut d'études politiques, s'il a reçu une patine de droit, n'est quand même pas un juriste. Il n'est pas passé par les facs de droit, première année, droit constitutionnel, deuxième année, droit de la famille, etc. Je crois qu'il y a la amplification des inégalités de fait, et donc en misant sur le fait que certains étudiants disposent d'un capital culturel plus important que d'autres. Il y a dénaturation, à mon avis, du concours. Bon, on n'en est pas mort, mais c'est comme ça. Ensuite, une question. Nous sommes un pays dans lequel les gens se reconnaissent à travers des titres. Oui. Ces titres sont liés au concours. Il est quand même étonnant que dans cette douce France, n'est-ce pas, on entende quelquefois des gens très qualifiés rappeler qu'ils ont fait une hypocagne. L'hypocagne, ça sonne comme une sorte de sésame, quoi, si ce n'est le Graal, quoi. Ne parlons pas de l'agrégation, n'est-ce pas? Quel enseignant, quel professeur d'université émérite ne rappelle pas qu'il a eu l'agrégation du secondaire, n'est-ce pas? Alors ma question maintenant, est-ce que cette logique-là ne favorise pas une certaine endogamie dans la petite bourgeoisie culturelle française? Il est difficile de comparer avec un pays étranger, c'est toujours très très difficile. Mais je suis germaniste et j'ai l'impression que ceci est quand même moins marqué, cette endogamie, et un peu moins prononcée en Allemagne. Que pensez-vous de ça? Et enfin, troisième question, nous sommes un pays dans lequel il existe une fonction publique qui repose sur des concours. Cette fonction publique bénéficie d'un statut très, très solide. Je pense notamment à la séparation
entre le grade et l'emploi. Vous avez un titre, vous avez un concours, on vous doit un emploi. C'est tout différent en Allemagne. Et est-ce que ce statut solide serait possible s'il n'y avait pas chez nous cette logique verticale des concours ? Merci beaucoup pour ces questions très intéressantes. Sur le cas de l'Allemagne, effectivement, je pense que c'est un point aveugle de mon étude. Quand on est sociologue, on fait du terrain et ça prend beaucoup de temps. Et évidemment, j'ai investi des pays qui étaient fondés, où l'ordre social était fondé sur des hiérarchies scolaires de manière très importante. C'est vrai aussi en Allemagne, mais notamment la formation professionnelle et technique est beaucoup plus légitime socialement et politiquement, ce qui explique peut-être des formes, une valorisation du concours un peu différente. J'ajouterais aussi que le système universitaire allemand, jusqu'à récemment, était beaucoup moins stratifié. Il n'y avait pas une offre très segmentée, par exemple, entre grandes écoles et universités, ou à l'intérieur des filières universitaires, ou à l'intérieur entre les établissements. C'est beaucoup moins le cas, ou c'était beaucoup moins le cas en Allemagne. Et ce qui commence à ne plus être le cas sous la pression de politiques notamment communautaires, mais la globalisation de l'enseignement supérieur, qui développe ou qui promeut, qui dissémine un paradigme de l'excellence, qui incite en fait les universités à devenir sélectives, voire de plus en plus sélectives, etc., selon des logiques institutionnelles que j'ai décrites. Mais effectivement, vous avez raison, l'Allemagne est un excellent cas d'étude, un contre-exemple de ce point de vue-là. Après, y a-t-il moins d'endogamie en Allemagne ? Encore une fois, c'est difficile pour moi de vous le dire sans les chiffres et sans éléments concrets. En tout cas, c'est quelque chose d'assez typique, comme vous le dites, de la petite bourgeoisie culturelle, d'investir très fortement dans le scolaire, dans les institutions scolaires, dans les titres scolaires. De ce point de vue-là, à mon avis, sauf erreur de ma part, les Allemands relèvent des mêmes logiques sociales que la France ou que l'Angleterre, par exemple. Sur la question du statut de la fonction publique, effectivement, la question de la disparition des concours pose aussi la question de la disparition des statuts. Et de ce point de vue-là, évidemment, le concours tel qu'il existe notamment dans la fonction publique, est un capital, si j'ose dire, qui permet aussi de conserver le statut de fonctionnaire. Donc de ce point de vue-là, on comprend pourquoi des politiques libérales cherchent à mettre un terme au concours, parce que c'est une façon finalement de mettre un terme au statut de fonctionnaire. Et on voit aussi tous les modes de recrutement dont on parle beaucoup en ce moment, notamment dans les rapports de la Cour des comptes, autour de la contractualisation des agents du secteur public. Et on voit que le recrutement par contrat plutôt que par concours est une façon finalement de réduire le nombre de statutaires. Donc oui, effectivement, il y a un rapport entre concours et statut, il faut le rappeler. Sur l'ENM, je me permettrai de laisser la parole au professeur. Je veux bien, parce que votre observation sur à quoi ça sert de faire une copie de culture générale pour devenir magistrat, on n'a pas besoin. C'est le syndrome de la princesse de Clèves. À quoi ça sert d'avoir de la culture ? Il suffit qu'ils sachent un peu de la technologie, et puisque c'est ça qui va les occuper. Ça, je suis désolé. Je vais vous donner un exemple vécu. Sur l'un des concours de la magistrature, c'est moi qui ai donné le sujet de culture générale. Et le sujet, c'était, vous vous en souviendrez, je pense, les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. C'est une phrase attribuée à Newton. Même si on ne connaît pas Newton et la philosophie du XVIIIe siècle en Angleterre, la phrase, elle évoque beaucoup de choses. Et d'ailleurs, les copies n'étaient pas ridicules, sauf certaines, bien évidemment. On a parlé du pont de la rivière Kwai comme si c'était évidemment la solution. Mais qu'un magistrat n'ait pas la possibilité de réfléchir au-delà de la technologie juridique, c'est catastrophique. Et ce que je vous dis là, c'est ce que je disais quand j'étais en fonction de la faculté de droit. Qu'il n'y ait pas de culture générale dans les facultés de droit, c'est dramatique. Qu'on ramène tout à la simple technologie juridique, ce que des machines sauront faire bientôt sans nous, ça ne me paraît pas être l'avenir le plus souhaitable. Et je crois que sous une forme, alors là je serais d'accord avec vous, à revoir
parce que c'est un entre-soi, hein, la copie de culture générale. Ou pire, hein, vous pourriez donner l'exemple du grand oral. Que j'ai siégé là et je peux vous dire que c'est ça qui est discriminant, le grand oral. Et là, visiblement, c'est moins les qualités intrinsèques de l'individu que sa capacité à reproduire des schémas auxquels on est sensible qui va donner la bonne note. Donc, bien sûr qu'il faut revoir les modalités, mais qu'il n'y ait pas de part de culture, d'ouverture sur le monde, à la fois sociologique, ethnologique, politique, cinématographique, que sais-je, pour un futur magistrat, pour moi, c'est une catastrophe. S'il n'est qu'une machine à collationner des arrêts de la Cour de cassation, en l'occurrence pour les NM, ça ne me paraît pas être le bon profil de magistrat. Et je vais vous dire d'autant plus que quelqu'un de ma famille travaille à l'école de la magistrature. Et qu'est-ce qui est demandé par les magistrats en cours d'emploi ? Ce n'est pas de la technologie. Les magistrats en cours d'emploi qui ont le droit d'avoir régulièrement des formations complémentaires, qu'est-ce qu'ils demandent ? Parlez-nous de l'islam, on n'y comprend rien. Parlez-nous des modalités d'accès à tel ou tel secteur d'emploi. Parlez-nous de l'Europe. Parlez-nous de la baisse de la fréquentation religieuse dans tel ou tel cas. Donc, c'est des questions de culture générale, finalement, de notre société. Et un magistrat, il a besoin de ça pour comprendre quand il va être devant un justiciable qui pourra être maghrébin, ou qui pourra être quelqu'un qui a perdu son emploi, qui pourra être quelqu'un d'étranger. Il a besoin d'avoir autre chose que la connaissance des dernières circulaires sur l'immigration. Oui. Monsieur Miaille, je suis d'accord avec vous à 300-400%, n'est-ce pas ? Je suis pas prof de droit, mais simplement mon propos c'était, dans l'optique de la conférence de Madame, n'est-ce pas, que je trouve remarquable et très enrichissante, de montrer comment, n'est-ce pas, dans notre bonne vieille université française, on se sert d'un sujet de culture générale pour une sélection, n'est-ce pas ? Mon propos peut être contesté, mais je constate quand même, soyons pragmatiques, ça ouvre la porte, n'est-ce pas, aux étudiants d'études politiques, qui eux-mêmes ont été sélectionnés, qui ont un capital culturel globalement considérable par rapport aux juristes. Moi, j'ai enseigné des deux côtés. Je changeais de monde chaque fois. Je vous en donne acte. Attendez, je vais vous dire, puisque je suis au cœur de ce type de problème. Justement, au concours de la magistrature, les premiers étaient des gens qui sortaient de Sciences Po. Or, vous semblez ignorer, mais je pense que ce n'est pas le cas, que Sciences Po a créé une filière de préparation à l'ENM. C'est-à-dire que ce n'est pas quelques jolies freluquettes qui savent parler un peu philosophie politique qui viennent envahir les rangs des candidats. Ils ont eu une formation juridique plus poussée, notamment pour préparer l'ENM. Mais ils ont eu parallèlement une formation que ne donnent pas les facultés de droit. Pour ne rien vous cacher, je le disais tout à l'heure avec la suppression de l'agrégation de droit, j'ai participé ici à Montpellier à un groupe de travail qui voulait faire fondre la faculté de droit dans une université des sciences sociales. Je peux même vous dire où elle aurait été de l'autre côté du Lez, la faculté dont j'ai été le doyen d'ailleurs pendant quelques années. Bon, évidemment, cri d'horreur de la faculté de droit, se mélanger à des sociologues et des historiens, c'était le péché originel. Donc revenons à le concours de l'ENM. Bien sûr qu'en effet, la formation technique qu'ils avaient obtenue, mais surtout la formation générale de Sciences Po, les destinait, par reproduction sociale certainement, mais en tout cas à être meilleurs que les stricts provenant des facultés de droit. Vous savez quelle a été la réaction des doyens des facultés de droit réunis en assemblée? C'est de demander l'interdiction pour Sciences Po de présenter des candidats à l'ENM. C'est-à-dire qu'on préfère casser le thermomètre plutôt que de prendre la température. Ah ben ils nous concurrencent, donc on leur interdit de venir. Mais c'est ridicule, c'est l'inverse qu'il fallait penser. Comment pourrions-nous, dans les facultés de droit, développer des dispositifs d'ouverture? Moi, j'avais créé un diplôme d'université justement sur cette question, des dispositifs d'ouverture pour que, à côté des études de droit, il y ait ce potentiel sociologique, politique, historique qui manque. Et qui fait que, en plus, pour moi, n'est pas un bon magistrat, ni un bon avocat, quelqu'un qui n'a que des connaissances technologiques. Donc, plutôt que de dire il faut enlever la prime à Sciences Po, moi je dis, être au moins aussi bon que ceux qui sortent de Sciences Po. Merci. Je voulais juste signaler que toutes ces questions sur le caractère plus ou moins démocratique des concours fait l'impasse sur la question financière.
Il y a 40 ans, il y avait dans les écoles d'infirmières, dans l'enseignement, des concours dont la préparation était gratuite et qui ouvraient l'accès à un salaire. Actuellement, on assiste à la situation inverse, c'est-à-dire que les préparations sont payantes, lourdement payantes dans certains cas, et que la réussite au concours n'ouvre pas droit à un salaire. Et donc je pense que ça, c'est une des bases du caractère non démocratique des concours actuels. Je voulais juste signaler ça. Merci. Oui. Absolument, vous avez tout à fait raison. La dimension financière est absolument cruciale parce qu'évidemment, si je pense au concours des écoles normales d'instituteurs notamment, c'était une voie de mobilité sociale, d'ascension sociale très importante pour des étudiants issus de milieux populaires, par exemple, qui pouvaient, après 2 ans, avoir un statut de fonctionnaire qui leur permettait éventuellement non seulement de devenir instituteur, mais par ailleurs de continuer leurs études. Donc évidemment, la dimension financière doit être pensée comme un tout avec les procédures et les processus de sélection. Vous avez tout à fait raison. D'où l'enjeu aussi politique des réformes actuelles autour de l'augmentation des frais d'inscription qui se surajoutent justement à ces préparations déjà payantes et à ces concours déjà payants et qui ne correspondent pas forcément à un nombre de bourses suffisant pour compenser cette hausse. Voilà. Je voudrais remercier beaucoup Madame Alouche pour cette conférence.